Allez, la dernière partie. Donc, Olivier Piètre, venez me rejoindre avec Jean-Noël de Galzin. Tenez, prenez le micro, Jean-Noël. Madame, voilà. Donc, on a deux entrepreneurs. Alors, en plus, Jean-Noël de Galzin, en ce qui vous concerne, vous avez une double casquette parce que. Alors, attendez, si vous vous mettez tout au fond, vous savez, c'est un peu étrange. Voilà, comme ça va être beaucoup mieux. Double casquette puisque vous êtes vice-président du pôle systématique, c'est ça, hein, Jean-Noël de Galzin ? Exactement. Donc qui est au sud de Paris, là, hein, sur les. Paris-Saclay. Voilà, au milieu des blés, là, au milieu des champs. Sur Paris, à peu près la moitié de l'écosystème est à Paris, et l'autre moitié est sur le 91, le 92. C'est quand même un peu comme BPI France, on donne une adresse. C'est toute une région. Et en fait, on est bel et bien installé, quand même, boulevard Haussmann. C'est toute une région. Oui, attendez. Donc, Jean-Noël de Galzin, vous êtes le PDG de Walix. Alors, vous tous les deux, vous êtes des entrepreneurs et des patrons du numérique. Hein. Walix fait, alors vraiment, pour le coup, j'ai l'impression dans le brevet, en l'occurrence, à travers la sécurité numérique. Olivier Piètre, donc directeur général de Follow the Sun. Alors, je veux pas me gourer, Olivier Piètre, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être moins justement dans le brevet. Vous faites du marketing et notamment de l'analyse big data, même si on remet derrière ça on fait la base de données marketing. Voilà. On est peut-être moins, non, dans le brevet, plus justement dans le savoir-faire et dans l'analyse que dans la pure rupture technologique là, qui obsède beaucoup de nos décideurs. On n'est pas dans la rupture technologique, on est dans l'adaptation d'un nouveau modèle économique lié à des usages et adapté à un nouveau marché, c'est-à-dire la capacité de proposer à des entreprises de petite taille des sociétés qui étaient hier réservées, des solutions qui étaient hier réservées à des très grandes. Par rapport au brevet, on s'est posé la question, faut-il déposer des brevets sur notre solution ? Et on a répondu que non, et que la solution était d'aller plus vite que les autres, et donc d'avoir cette vitesse qui soit la seule solution pour se prémunir de concurrents. Ouais. Ouais. Et notamment dans le, alors vous êtes en ce qu'on appelle maintenant open source, voilà en SaaS, on n'est pas en SaaS et tout cela est dans le grand nuage, etc. Oui, mais enfin, on sent bien aussi que dans le numérique aujourd'hui, l'ensemble de vos solutions et notamment tout ce qui touche en ce moment aux évolutions marketing se nourrissent les unes des autres. Vous êtes en évolution permanente finalement. Déposer un brevet n'aurait pas beaucoup de sens dans la mesure où je pense que votre solution, elle doit quasiment changer tous les jours ou en tout cas s'enrichir tous les jours, non ? Pas tous les jours, mais tous les 3 mois, oui. Ouais, on change de version, on apporte des innovations majeures tous les 3 mois. Ouais. Jean-Noël de Galzin, en ce qui vous concerne, donc sécurité numérique, on est là sur des éléments qui sont alors pour le coup brevetés. En fait, au départ, nous, on est parti sur un modèle économique de logiciel libre. C'est-à-dire que quand j'ai créé Walix en 2003, d'abord, j'avais déjà créé une société dans le domaine du service basée sur les technologies open source, sur toute l'époque Internet. Et ensuite, en fin 2003, j'ai créé un éditeur de logiciels, donc Walix, qui avait un modèle open source, c'est-à-dire qu'on fabriquait un firewall en prenant le meilleur de toutes les briques open source en matière de sécurisation des flux, des systèmes, de la messagerie, etc., etc. Et on agrégeait tout ça avec une très belle interface et on proposait ça en modèle service manager sur une base open source. Et en fait, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait à la fois une appréhension du marché pour les technologies open source dans le domaine de la sécurité, parce que le discriminant était à la fois l'innovation et donc la techno dans le domaine de la sécurité, d'où effectivement l'importance, non pas forcément de breveter, mais de protéger un certain nombre des innovations que l'on fait, en particulier lorsqu'on va à l'étranger attaquer certains marchés où on n'est pas forcément le bienvenu quand on arrive avec des technologies. Et ensuite, on a dû changer de modèle économique, et donc on a conservé un mode de production open source. En revanche, on a adapté notre modèle économique en faisant ce qu'on appellerait aujourd'hui du modèle dual licensing, avec des bases open source, des contributions open source, mais un produit qui est un produit commercial et qu'on vend à travers un réseau de revendeurs. Et alors, autre dernier point, et ensuite je vais vous demander votre sentiment sur tout ce qui s'est dit là et vos éclaircissements. Vous êtes à fond dans le collaboratif, Jean-Noël de Galzin. J'ai oublié le nom de la structure que vous avez montée, mais le nom est génial. J'ai adoré le nom, le logo Exatrust. et tout. Exatrust. Oui.
En fait, formidable ça. Solution de sécurité numérique nationale, Exatrust, voilà, et vous fédérez quoi? C'est ça. 6 entreprises, Non, aujourd'hui on fédère une douzaine d'entreprises. Et on sera, je pense, plus de 20 avant la fin de l'année. Alors là, on est typiquement dans quelque chose qui a été dit à l'instant par notre ami, c'est-à-dire que nous avons... alors moi, je suis effectivement vice-président d'un pôle de compétitivité, donc une structure semi-étatique, dans laquelle on va agréger tout un écosystème d'acteurs académiques, scientifiques, industriels, petits et grands, autour de projets collaboratifs. Et ensuite, on met en place une espèce d'unitech, donc une plateforme de services, qui vont apporter un coup de pouce à chaque fois que c'est possible à tout un tas de PME qui sortent de projets collaboratifs, qui ont besoin d'accéder plus rapidement au marché, marketer leurs produits, les vendre en France, à l'étranger, trouver des partenaires distributeurs, trouver des financements, petits, moyens, grands financements, etc., etc. Donc, on a cette activité dans Systématique. Et pourtant, effectivement, j'ai senti le besoin dans notre domaine à nous, qui est le domaine donc, de Walix, qui est le domaine de la sécurité informatique. Nous avons une particularité qui n'est pas propre à la sécurité informatique, mais effectivement, nous sommes une multitude de petits acteurs qui sont des sociétés entre 5 et 25 millions d'euros, c'est-à-dire à la fois matures, avec une vraie technologie, des vraies velléités à l'export, c'est-à-dire des premières réussites, des premières références à l'export. Et on a senti que pour séduire les acheteurs, pour pouvoir vendre plus facilement, attirer les acheteurs de grands groupes, les acheteurs chez les grands donneurs d'ordre public, pour se faire connaître auprès des grandes organisations de soutien pour les projets collaboratifs, etc. Ouais, il fallait exister. Ouais. Et on s'est regroupé dans un cluster de sociétés privées. Nous n'avons aucun financement public. Nous faisons tout par nous-mêmes. Et je crois, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas tout attendre de l'État. Attendez, un cluster, c'est la dynamique d'un certain nombre d'entreprises qui vont mutualiser leurs efforts pour vendre, pour aller faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire toutes seules, et pour attirer l'attention surtout. Parce que pour moi... Puis vous l'avez marketé votre offre. Non, et puis vous l'avez marketé. Bah oui, mais vive les vendeurs, c'est important ça. Vous l'avez marketé, elle est belle, elle est voilà. Exactement. Vous m'avez fait le plaisir de montrer le logo sur BFM Business, c'était fantastique. Fantastique. Et ensuite, il faut dire une chose, c'est que notre première action, ça a été effectivement de créer un catalogue de nos produits, de nos solutions, de nos entreprises. Bien. Tout simplement. Olivier Piètre. Comment est-ce que vous réagissez à l'ensemble des débats qu'on a pu avoir nous, en fait, sur le financement et sur tous ces éléments ? Sur le financement, on est un spin-off d'une grosse agence de marketing relationnel. Donc on avait le savoir-faire hérité de cette agence. Le produit qui était pas totalement terminé, mais très avancé en fait. Lorsqu'on a décidé de le commercialiser de manière complètement indépendante, et à partir du moment où on quittait la société de service, c'est qu'on devenait un éditeur, il nous fallait un autre modèle économique. Et l'autre modèle économique avait besoin de financement. Moi, j'avais un parcours d'une vingtaine d'années dans des grands groupes internationaux américains principalement, et notamment Microsoft, donc éditeur sur le marché. Donc j'avais ce modèle économique et je voulais l'implémenter à une échelle évidemment plus petite en rejoignant le savoir-faire de cette agence marketing. Et ça ne pouvait pas se faire sans financement. À partir du moment où on était ambitieux dans notre modèle et notre volonté de devenir internationaux, etc., il nous fallait du haut de bilan, il nous fallait un financement très solide et pas se poser la question, est-ce qu'on embauche un développeur, pas de développeur, etc. On est aujourd'hui 11 personnes pour une boîte qui a 2 ans. Si on n'avait pas levé des fonds, on ne serait absolument pas capable d'avoir cette puissance de feu. Et donc, en fait, quand on a cherché ce financement, on a levé au total 3,8 millions il y a 2 ans. Et les investisseurs privés étaient un peu frileux finalement par rapport au ratio et au volume de chiffre d'affaires qu'on avait. Et c'est pour ça qu'on a eu l'opportunité. Ouais, parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires à ce moment-là. Vous levez 3 millions sur zéro. Zéro. Il y a quasiment zéro de chiffre d'affaires. Il y a un produit qui fonctionne. Il y a quelques clients qui l'ont testé, enfin qui l'utilisent, qui le payent, mais il y a très très peu de chiffre d'affaires. Et c'est là où l'investissement public, évidemment, est venu rassurer les investisseurs privés, parce qu'on était complètement dans les guides, dans les standards du FSN, de l'usage du cloud. Et donc, partant de là, on a passé tous les tests, enfin tous les comités de la CDC numérique. Et bien évidemment, ça a rassuré des investisseurs privés, parce qu'il y a eu cet investissement qui a sorte de label, quoi. Et en même temps, la CDC numérique avait besoin aussi d'un investissement privé, parce que quelque part, le privé nous titille plus sur le marché, est plus apporteur d'idées, et plus rapide dans sa réaction vis-à-vis de moi en tant que dirigeant de cette entreprise, plus libre peut-être
Oui, on lead, oui. Et puis, ce sont des gens qui ont entrepris, qui ont utilisé des solutions qui ressemblent à celle-là. Donc, on est vraiment, nous aujourd'hui, on est très, très heureux d'avoir fait cette levée parce que ça nous permet aujourd'hui de travailler sereinement à la conquête de notre marché. Le meilleur des deux mondes, hein. Le meilleur des deux mondes. Alors, qui n'est pas sans contrainte parce que ça prend un peu de temps. Et probablement un peu plus de temps quand on lève à l'époque. Peut-être qu'avec la BPI France, ce sera magique et ce sera beaucoup plus rapide. Ça nous a pris à peu près 9 mois de passer l'ensemble des étapes. C'est dans une start-up, c'est en même temps le produit évoluait et continuait. On était toujours porté par le groupe, donc on a été toujours porté par notre agence. Donc on a pu continuer à développer notre offre. Mais on n'a pas beaucoup développé le marché pendant ces 9 mois. On a attendu finalement d'avoir cette levée, de prendre notre envol complètement. Et c'était fin 2012. Donc c'est le paradoxe quand même que le marché ait besoin de la validation d'un organisme public sur un truc ultra innovant, quoi. Et notamment dans le domaine du marketing, enfin qui est vraiment un domaine de pur B2B. Et que on attende d'avoir la validation de la Caisse des dépôts pour se dire bon ok on peut y aller. Parce que c'est le modèle économique qui est innovant. C'est le SaaS. Donc c'est-à-dire que la valeur on l'aperçoit progressivement mois après mois. Donc on est sur un modèle qui est en rupture. C'est le logiciel par abonnement, hein, je précise à ceux qui. Voilà. Oui, c'est de l'abonnement, c'est de paiement à la consommation, et donc c'est très consommateur. Enfin, il faut financer le BFR aujourd'hui, au début. Hein. Il faut financer le BFR, il faut financer les pertes. Il faut continuer à innover, il faut continuer à recruter le réseau de distribution. Tout ça sans faire quasiment de chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, on fait des croissances à 3 chiffres. Aujourd'hui, on est content, mais vu les chiffres, on est encore. Oui. c'est relativement facile de faire des croissances à 3 chiffres, mais il faut qu'on poursuive dans cette direction-là. Et puis on pivote. Et pour pivoter, il faut pas avoir le problème de se poser la question est-ce que je vais pouvoir financer mon pivot ou pas, quoi. Ouais. Il faut pouvoir changer, il faut pouvoir essayer une piste et puis en réessayer une autre sans se poser tous les matins, en étant très comptable de l'argent qu'on nous a confié, bien sûr, mais en même temps sans avoir à se poser la question est-ce que je vais pouvoir payer mes collaborateurs, est-ce que etc. tous les mois. C'était une phrase importante qu'avait prononcée Nicolas Dufourcq, une des premières quand il était venu nous voir, nomination à la BPI. On a 20 000, je crois que c'est ça, c'était 20 milliards au départ. Hein, voilà. Il va falloir les rendre, disait Nicolas Dufourcq. Cet argent, il va falloir le rendre. Jean-Noël de Galzin, vous êtes dans cette logique-là aussi, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai, à un moment du financement public, j'ai, moi, chef d'entreprise, une responsabilité particulière avec cet argent. Il faut que je le rende à la nation et à l'ensemble de l'écosystème qui me l'a donné. Il faut que je le rende à travers des emplois, à travers du développement, effectivement, il faut le rendre, l'argent qu'on a emprunté ou l'argent qu'on a reçu des capitaux risqueurs, il faut le faire fructifier, il faut le rendre. Et entre-temps, on crée de la valeur. Voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on a besoin de créer de la valeur, disons qu'on a une rupture, on veut effectuer une rupture dans la chaîne de création de valeur, on a besoin de financement. Alors, après, il y a des financements en fonds propres en faisant appel au capital risque, et puis il y a des financements en fonds propres en faisant appel à d'autres dispositifs. Donc nous, par exemple, on a, c'est vrai, au départ, première levée de fonds, été 2007, on voulait donc changer de modèle économique, comme j'expliquais tout à l'heure, passer d'un modèle open source à un modèle où il fallait financer à travers un réseau de revendeurs indirects. On revendait plus directement un firewall au client. Faut aller vite, Jean-Noël, on est au bout là. Et donc à ce moment-là, il fallait du financement pour pouvoir donner de la marge sur nos ventes à des revendeurs. Il fallait de la marge pour avoir un territoire de vente plus large, pour avoir plus de vendeurs, pour adresser plus de clients. Et donc à ce moment-là, on a fait appel à du capital risque. Et pour le compléter, en revanche, on s'est aidé d'Oseo. C'est-à-dire qu'on a adjoint les deux. Ce qui est intéressant, je pense, dans le financement public, c'est que ça vienne toujours en complément d'une stratégie offensive dans laquelle on allie public et privé. Oui, c'est ça. Voilà. Et de toute façon, le système est fait de telle manière que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on va voir, par exemple, FSN PME qui s'appelle maintenant Ambition Numérique, c'est pas un lead investisseur. C'est un investisseur qui dit oui, mais il me faut un lead investisseur. Donc il faut un investisseur privé qui prend le lead, par exemple, qui va dire sur un tour de table de 3 millions d'euros, qui va dire je mets 2 millions d'euros moi-même, et le FSN PME Ambition Numérique va mettre 1 million d'euros supplémentaires. Donc il y a cette logique-là de co-investissement. Et donc, à nous, à faire de le faire fructifier, de créer de la valeur. Et ça passe par de la création d'emplois, agrégation de talents, aller adresser plus de marchés, avoir plus de revendeurs, etc. etc. Oui, mais je dirais très honnêtement, moi, je ne fais aucune différence dans mes investisseurs, qu'ils soient privés ou publics. Hein. Personnellement, je ne vois pas la différence.
Chacun a son rôle qui est complémentaire, mais il n'y a pas de prédominance ou de dire je dois d'abord rembourser Non, c'est juste tous les investisseurs français. Les investisseurs jouent leur rôle d'investisseurs. Quasiment tous les investisseurs français ont une part de public. Aujourd'hui, Oseo BPI est actionnaire d'à peu près tous les fonds de capital risque, tous les FNA, tous les fonds qui investissent de l'argent dans nos entreprises d'une manière ou d'une autre. De toute façon, il y a de l'argent public partout. Bien, on a tout dit ? Bon, ben voilà. Peut-être une question, on est un petit peu en retard. Si, à la limite, c'est vous qui décidez. Et puis, Robert Caloxet va conclure pour nous. Si vous avez une question pratique, comme on a là 2 témoins qui sont très au fait de ce qui se passe. Non, ben alors, Monsieur Caloxet, je vous en prie.